Donc il y a un grand soulagement, de la, on pourrait dire, la proximité psychiatrique que la psychanalyse avait à l'égard de la folie. La psychanalyse était un peu collée aux catégories psychiatriques, névrose, psychose, perversion. Et là, il y a une espèce de dissolution de ce collage-là. Donc la psychanalyse, en prenant son autonomie à l'égard de la médecine, à l'égard de la psychiatrie, peut dire les choses autrement. Et ça veut dire quoi? Alors, peut dire les choses autrement, ça veut dire que on va progressivement changer de vocabulaire. Par exemple, moi, je n'emploie plus le terme névrose ou psychose. Je laisse ça aux psychiatres. Ça, c'est des affaires de psychiatres. Je n'en parle plus comme ça. Il faut arriver à parler autrement qu'avec ces facilités-là, qui sont des facilités référentielles, de consistance, qui ne conviennent pas du tout. La psychanalyse est plus riche que ça parce qu'elle s'attache à la littéralité des énoncés. C'est beaucoup plus riche que de dire psychose. Psychose, ça écrase complètement. Alors, le titre du séminaire là, que je vais faire, ça s'appelle Arpenter l'inhabitable. Et donc je vais vous dire un mot sur la façon dont je suis arrivé à cette notion de l'inhabitable. Ça s'est passé il y a quelques années lors d'une session de travail, d'une session clinique de travail sur Jung. À cette époque-là, j'avais préparé un exposé sur la façon dont Jung avait construit sa maison. Jung a voulu se construire une maison au bord du lac de Zurich, dans un endroit magnifique. Il a acheté un terrain et il a construit lui-même sa maison, donc qui s'appelle la tour de Bollingen. Et il a construit sa maison entre 1923 et 1955, c'est-à-dire il a travaillé pendant 22 ans pour la construction de sa maison. Il a fait d'abord une grande tour, ensuite il a fait une tour plus petite, un bâtiment qui reliait les deux tours, et ensuite un bâtiment qui donnait sur le lac de Zurich. Et enfin, pour terminer sa maison, il l'a faite par étapes, 4 étapes, c'est très jungien ça, un peu mythique. Il a terminé sa maison en mettant une pierre dans la cour, et sur cette pierre il a gravé des mandalas. Donc sa maison était complètement décorée de mandalas, de toutes les formules un peu folles qu'il habitait. Et après sa mort, donc après 1900, je crois qu'il est mort dans les années 57, 58 je crois, après sa mort, la maison est devenue patrimoine familial et la famille de Jung allait en week-end ou en vacances dans cette maison au bord du lac de Zurich. Donc dans cette tour de Bollingen de Jung. Or, il se trouve que dans cette maison, ils n'osaient toucher à rien. Donc, ils allaient là dans cette maison parce que c'était un bel endroit, mais finalement, ils n'arrivaient pas à l'habiter. C'était une maison inhabitable. Donc, c'est comme ça qu'est arrivé ce concept d'inhabitable. Donc, j'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé dans les bouquins d'architecture, effectivement, d'autres maisons inhabitables. Et de mon côté, j'ai étudié la maison construite par Ludwig Wittgenstein pour sa sœur à Vienne, et puis la maison construite par Le Corbusier à Poissy, à côté de Paris, la maison qui s'appelle la Villa Savoie. Il se trouve que ces deux maisons, la maison Wittgenstein que Ludwig avait construite pour sa sœur, avait été conçue avec une extrême précision. Et Wittgenstein avait exigé, par exemple, des encadrages de fenêtres extrêmement fins qu'il avait fait fabriquer par une entreprise anglaise parce que en Allemagne, il n'y avait pas trouvé d'entreprise pour fabriquer ça. Donc, cette maison était très, très sophistiquée du point de vue géométrique. Et lorsque elle fut terminée et que la sœur est arrivée pour habiter cette maison, elle a poussé un cri d'horreur en disant « Je ne pourrai jamais habiter cette maison. Elle est trop glaciale du point de vue de sa rigueur de construction. Elle devenait inhabitable. » Et maintenant, cette maison, c'est le centre culturel de la Bulgarie, une espèce d'ironie assez... Surtout qu'à l'époque, la Bulgarie était encore un pays communiste, donc ça donne un truc assez comique. Et la Villa Savoie.
à Poissy que Le Corbusier définissait comme un bijou posé sur l'herbe, eh bien, elle s'est trouvée aussi inhabitable. La famille Savoie, qui avait commandé cette maison, qu'il avait payée très très cher, finalement ne l'a jamais habitée. Quasiment pas. Donc c'est ainsi qu'est arrivé ce concept d'inhabitable. Il est arrivé ensuite, lorsque nous avons fait ce séminaire sur Jorge Cuesta, nous nous sommes rendus compte que Jorge Cuesta n'avait jamais eu d'adresse à lui. Il habitait chez des amis, chez les uns, chez les autres, en particulier chez Frida Kahlo, dans la Casa Azul, mais il n'avait jamais eu d'adresse à lui. Ce qui est assez intéressant parce que quand même vivre sans adresse, c'est pas rien. Mais en poussant les choses un peu plus, on s'est rendu compte aussi qu'il n'avait jamais habité sa folie. C'est-à-dire que c'est toujours les autres, et en particulier les femmes, Guadalupe Marine, Frida Kahlo, sa sœur, qui ont parlé de sa folie, mais jamais lui, jamais lui. Pour lui, il n'était pas dans cette affaire de folie. Donc, Jorge Cuesta n'a pas habité sa folie. Sa folie était inhabitable, ce qui pose un drôle de problème, parce que, a priori, on pourrait penser que la folie, c'est une façon d'habiter les problèmes subjectifs qu'on peut rencontrer, d'habiter les contraintes folles auxquelles on a affaire. La folie, c'est un passage nécessaire pour les humains. C'est une affaire humaine, la folie, profondément humaine. Hein? Eh oui. C'est un problème de vouloir soigner la folie, par exemple. Peut-être c'est une erreur. Peut-être c'est une erreur de vouloir soigner la folie. Il faut que la folie se développe, qu'elle donne ses raisons. Hein? Ces raisons, donc c'est des raisons, tout ça, quoi. La folie est là à se développer, pour qu'elle soit un passage dans la vie humaine. Eh oui. Donc, la première rencontre avec l'inhabitable, c'était ces trois maisons, hein, de Jung, Wittgenstein et Le Corbusier. La deuxième rencontre avec l'inhabitable, c'était le séminaire de Cuesta. Et la troisième rencontre avec l'inhabitable, c'est le travail que je fais à l'intérieur d'une institution, c'est même pas une institution, c'est une association qui s'appelle Télémite et qui s'occupe de jeunes qui sont en rupture de lieu, qui sont en rupture d'avec le milieu familial, d'avec le milieu scolaire, d'avec le social. Hein. Ces jeunes sont en rupture relativement tôt et donc ils se retrouvent à la rue pendant un certain temps. Et ensuite, il se retrouve dans ce lieu d'accueil là dont nous nous occupons. Et il se trouve que donc ce virage de la psychanalyse dont j'ai parlé depuis le début, eh bien ce virage de la psychanalyse, on pourrait dire, permet d'aller vers cette population qui jusqu'à présent, on pourrait dire, il n'y avait que la police, la justice et les services sociaux qui s'en occupaient. Et donc c'est très nouveau que ce virage de la psychanalyse amène les psychanalystes à aborder des populations qui jusqu'à présent n'étaient pas considérées comme relevant d'un truc dont on pouvait s'occuper. Hein. Donc c'est ça, il me semble que c'est ça la nouveauté. Cette nouveauté, on pourrait dire, c'est la suite et l'amplification de ce qui avait été initié par Littoral en 1986 avec le numéro 21 qui s'appelait l'identité psychotique. Identité psychotique, ça bouleversait beaucoup le rapport des psychanalystes à la psychose. Identité psychotique, ça mettait la psychose du côté d'une problématique humaine et non plus d'une problématique psychiatrique. Et donc, identité psychotique, Littoral numéro 21, est marqué par un article assez fondamental de Alouche qui s'appelle « Vous savez, il y a un transfert psychotique ». Le transfert psychotique, c'est effectivement cette posture que prend le psychanalyste d'aller vers le fou, de parler avec lui, de prendre des notes, de travailler avec le fou sur les enjeux qui sont là dans cette folie.